Et Élu, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de venir faire un témoignage. Je vais te raconter une histoire qui va peut-être sauver ta vie ou la vie d'un membre de ta famille, de quelqu'un qui est autour de toi. Je vais te raconter l'histoire de ma propre vie, mon histoire en fait. Une partie de mon histoire. Je commence à te raconter mon histoire avec des petites vidéos un peu petit à petit. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la partie où j'ai failli être vendue par mon ex-mari. J'ai failli être vendue par mon ex-mari, c'est-à-dire tu épouses quelqu'un, mais en fait la personne a pour l'objectif de te vendre. On entend souvent parfois où on vend les gens, on vend des âmes, on vend des âmes, on se pose des questions, mais comment on vend une âme? Moi aussi je me pose des questions, mais comment on vend une âme? Parfois je me disais que peut-être c'est spirituellement, on vend ton âme. Spirituellement, comme quand on entend dans la sorcellerie, on a mangé une personne, tu te poses la question comment on a mangé une personne. Est-ce qu'on l'a coupée? On l'a découpée, on l'a mis dans la marmite et puis on l'a mangé. Comment on mange une personne? On se pose toute la question. On ne comprend pas. Non, mais c'est tout simplement parce que la personne allait te donner dans une loge, la personne allait te sacrifier sur un hôtel, a déposé ta photo et puis on a fait des rituels et puis tu es morte, quoi. Et puis dans la vie réelle, tu es morte, voilà, on t'a bouffé. Pourquoi bouffer? Tout simplement parce que c'est pas une mort qui vient de Dieu. Donc c'est pareil avec vendre. Où on vend une personne, comment on vend une personne? On te vend comme on vend quelque chose au marché. C'est juste qu'au marché, la chose est déposée à vue de tout le monde et que toi, on ne te dit pas qu'on est en train de te vendre. En fait, à l'époque, les esclaves étaient vendus. On arrive quelque part, on vend un esclave. L'esclave voit comment on est en train de donner l'argent pour lui, pour elle. Mais sauf que maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Mais beaucoup de nos sœurs, de nos frères sont vendus dans des pays tels que pour faire la prostitution, on le vend, on la vend. Mais elle ne sait pas. Elle va quelque part pour chercher du travail, or que son patron l'a déjà vendu en fait chez quelqu'un. Et un matin, le patron te dit que non, tu vas aller travailler chez un autre patron, chez une autre patronne, mais en fait, il t'a vendu chez l'autre patron. Mais là encore, ça passe parce que tu vas encore chez un patron chez qui tu travailles. Tant que c'est un travail, lui, il a perçu de l'argent pour toi. Mais toi, quand même, on te paye. Ça passe. Mais quand c'est dans un endroit où tu dois aller faire l'esclavage, où tu dois être allé tuer, ou aller faire la prostitution, ça c'est autre chose. Là-bas, tu sens que tu es vraiment esclave, tu es en captivité. Ce sont ces histoires que nous voyons où la personne, c'est des prostituées, elles sont dans des salles, elles sont dans des cages, on les maltraite, on les drogue, on couche avec elles, elles n'ont pas de droit de parler, on ravit leur passeport, on ravit tous les esclaves, quoi. Et à plusieurs échelles, ça dépend de les mains sur lesquelles tu tombes, les gens sur lesquels, les races sur lesquelles tu tombes, ton sort peut être très compliqué, passer de 0 à 100. Selon les âmes entre lesquelles tu tombes en fait. La noirceur, le degré de méchanceté, le degré de racisme ou de xénophobie de ces hommes-là, de ces femmes-là qui achètent ces gens. Mais moi, ce n'est pas dans ce contexte-là que je veux te parler parce qu'on dit ce qu'on vit. Donc moi, je n'ai pas vécu ces histoires où on te vend pour aller faire la prostitution, on te vend pour aller être femme de ménage quelque part, on te fait croire que tu vas aller tel que ces gens qui font des visas, on te fait croire que tu vas aller au Canada, tu dépenses ton argent, or qu'on t'a vendu en fait, et tu arrives quelque part, on te récupère à l'aéroport, tu deviens esclave. Non. Moi, ça a été dans le cadre où c'est mon propre mari. Tu te maries avec une personne qui se présente à la famille, tu vas dans son pays, mais en fait, lui, il a dans le programme de te vendre. Pour lui, quand il est venu te doter, il t'a acheté en fait. Pour lui, quand il est venu te doter, il t'a acheté. Donc, quand il t'achète, il va te revendre. Et ça, c'est encore pour lancer le bémol à nos familles africaines qui vendent leurs enfants sans se rendre compte qu'ils vendent. Mais le pire dans tout ça, c'est que beaucoup savent qu'ils vendent. Quand ils demandent toutes ces dots exorbitantes-là, quand ils demandent toutes ces listes à n'en point finir, ils savent qu'ils vendent. Parce que quand quelqu'un a dépensé beaucoup de son argent pour faire quelque chose sur une personne, c'est que la personne l'appartient.
Mais là encore, les parents se disent juste que c'est les traditions, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est pire lorsque la personne qui le fait sait que je suis en train de vendre, c'est-à-dire que celui qui vient t'épouser, il est dans des loges sataniques, dans des sectes. Donc il sait qu'il t'achète. Celui qui est en train de donner la liste, ton oncle, ton père, est dans des loges sataniques, dans des sectes, dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Il sait que la personne qui vient épouser sa fille est un magicien, il était une personne qui est dans les sectes. Spirituellement, ils se sont jaugés. Donc, à ce moment-là, c'est encore pire parce que tu es vraiment en train d'être vendu. Un échange est en train de se passer entre ta famille et cet homme-là qui est venu t'acheter. Donc là, c'est même pire parce que personne n'est inconscient. Mais quand la famille au moins est inconsciente, le monsieur peut aller chercher à te vendre tant physiquement que spirituellement. Surtout si c'est spirituellement, tu seras peut-être sauvé parce que ton père peut-être prie beaucoup, ta maman prie beaucoup. L'esprit de ton père te sauve parce que oui, il a pris la dot, mais il n'est pas sorcier. Il n'a jamais donné la permission à cet homme de te tuer ou de te sacrifier. Et quand il essaie de faire des choses dans le spirituel, ça ne marche pas parce que les esprits de ta famille s'opposent. Mais lorsque ce dernier est conscient, lorsque cet oncle est conscient et qu'il a reconnu son ami, il a reconnu son frère de fraternité, parce que eux dans leur monde, ils sont tous des amis, ils sont tous des frères, son frère de fraternité, sa famille d'âme, qu'est-ce qu'il fait? Il fonce rapidement pour te donner la main, pour officialiser les choses. Parce qu'il sait qu'il vient d'avoir un partenaire de mission. Là où lui n'a pas pu te sacrifier dans ta jeunesse, dans l'enfance. Là où il n'a pas pu te donner parce que ta mère s'opposait. Ou parce que ton père s'opposait si c'est ton oncle. Ou parce que je ne sais pas qui s'opposait. Là, il va pouvoir maintenant te donner facilement parce qu'il va se dégager. On ne dira plus que c'est lui qui t'a tué. Mais lui t'a vendu pour que quelqu'un d'autre aille finir le travail. Ce qui a été mon cas. Moi, dans mon cas, le monsieur est venu m'acheter. Mais celui qui me vendait savait que cette personne était du même camp que lui. Donc là où il ne réussissait pas à pouvoir m'éliminer, là où il ne voulait pas qu'on sache que c'est lui qui a éliminé, il s'est dit que je vais le vendre chez quelqu'un d'autre, je vais la vendre chez quelqu'un d'autre. Et là-bas, ça pourra aller se passer à distance. On va pas savoir que ça vient de moi parce que c'est loin, elle est dans son mariage, tout ça. Mais en fait, or que les deux sont en connivence. Les deux sont en équipe. Les deux travaillent ensemble en sourdine, à l'arrière-plan. La personne vient, t'épouse, t'emmène. Ça peut être, il veut te vendre spirituellement. Donc tu es là physiquement, on a déjà donné ton âme sur un hôtel, dans sa confrérie, et puis toi tu ne fais que tomber malade, tu ne fais que souffrir, ton âme a déjà été vendue, tu ne sais pas. Là, si un membre de ta famille n'est pas au courant, tu seras sauvé. Si un membre de ta famille prie beaucoup, tu seras sauvé. Si tu es par exemple pur, tu es saint, tu es innocent, Dieu va te sauver. Maintenant, prenons dans le cas de la vente physique. Moi, je veux parler de la vente physique, là où on veut vraiment te vendre à des gens qui vont t'acheter. Parce que ça, je l'ai vécu. Comment tu vas reconnaître qu'on est en train de chercher à te vendre? Moi aussi, à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait vendre des gens physiquement. C'est vrai qu'on avait entendu ces histoires de prostitution, qu'elles vendent dans des pays, on les vend. Oui, mais bon, ça, quand ça t'arrive, tu le sens, tu le ressens. Parce que souvent, on t'emmène quelque part et puis on te fait passer là. On t'esclavagise, on te maltraite. Déjà, dans la façon de te traiter, on sent que toi-même, tu sens que ici, tu es en danger. Mais cela n'était pas le cas. Tu es marié, tu as des enfants. Comment tu t'imagines qu'on veut te vendre, en fait? Et oui, on voulait me vendre. Donc, cet homme-là s'arrangeait. À chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent se donner rendez-vous avec des gens. Voilà comment ça se passe. Le monsieur peut se donner avec des rendez-vous avec des gens. Je viendrai avec cette personne à telle heure, à tel endroit. Je veux le déposer là, comme on voit dans les films la marchandise. Donc je viens dans la voiture, telle couleur, on sera habillé comme ça, je dépose la marchandise et puis je pars. Toi tu viens, tu prends. Un peu dans les films où on demande la rançon, où on demande un échange, un troc, la personne dépose le truc, il prend la voiture, il part, l'autre qui doit prendre vient, récupère le colis et puis disparaît. Ni vu, ni connu. Mais sauf que dans ce cas-là, c'est un être humain. Et l'être humain qui est emmené là-bas n'est même pas conscient qu'on est en train d'aller le vendre. Donc, comment ça va se passer? Ça sera en mode, chérie, attends-moi là, j'arrive. Je vais acheter la cigarette, je vais pisser, je vais téléphoner, je vais payer quelque chose dans le supermarché. Mais tu ne sais pas que le temps qu'il est en train d'aller payer quelque chose dans le supermarché, il t'a laissé dans un petit coin sombre, dans un petit coin obscur, là où il n'y a personne.
Et puis, poum, une personne va sortir de nulle part. Pas, on te kidnappe. Pas, on te prend. Pas rapidement te faire entrer dans la voiture. Ça va sembler comme un accident. La personne va crier, ma femme est... Or qu'au fond, c'était fait exprès. Voilà comment on vend les gens. Donc si tu as souvent tendance que tu rencontres une personne, la personne a souvent l'habitude de t'inviter dans des lieux toujours très lointains, là où il n'y a jamais personne. Et il s'assure aussi que lorsque vous allez dans ces lieux, que personne ne soit au courant que vous êtes allé dans ces lieux-là. Il se peut que ça soit pour te vendre ou spirituellement, il va aller te tuer, tu ne reviendras pas. Ou alors, tu vas revenir mais ton âme sera restée là-bas. Ou si c'est dans le cas où c'est vraiment physique, quelqu'un est là-bas vraiment t'attend. Et au moment que lui, il va dire quitte, je quitte, j'achète quelque chose, je vais faire ceci, cette personne vient et te prend. Dans mon cas, ce qui m'a sauvé, c'est le téléphone parce que si je suis là, je parle, ça veut dire qu'ils n'avaient pas réussi à me vendre physiquement. Et à l'époque, je ne savais pas que j'étais en train d'être vendu physiquement. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui merci vraiment au téléphone et à Mark Zuckerberg parce que sans cette application, je pense que je ne serais pas là pour te donner ce témoignage. À l'époque, j'étais encore beaucoup plus jeune dans la vingtaine. Donc les directs étaient à flot. On était ces femmes-là qui étaient mariées à des baptous, à des expats. Donc voilà, on voulait montrer la belle vie de rêve qu'on avait réussi à avoir. C'était un rêve qui devenait réalité. Donc moi personnellement, ce n'était pas pour démontrer aux gens ce que j'étais devenue. Non, j'étais dans mon conte de fées en fait. Telle une petite Cendrillon qui se retrouve dans son château. Elle est heureuse tout simplement. Et elle veut partager son bonheur avec les gens. Sans savoir qu'en fait, ce téléphone était en train de me sauver. Pour beaucoup de gens, ça commençait à être exagéré. J'étais tout le temps sur les directs. Même moi-même, je commençais à trouver que j'étais tout le temps sur les directs. Même mon ex-époux, ça commençait à le déranger que j'étais tout le temps sur les directs. Mais aujourd'hui, je dis merci. Parfois, je me demandais, mais comment je faisais beaucoup de directs? Mais à l'époque, je trouvais ça normal. Voilà, c'est la jeunesse, tout ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était l'outil, le canal par lequel Dieu avait utilisé pour me sauver la vie. Un jour, mon ex-époux me prend et il me dit, chérie, on va aller manger dans un restaurant. Mais on va avec les enfants. Non, on va pas aller avec les enfants, c'est loin, tout ça, on laisse les enfants avec les parents. Ok. Quelqu'un avec qui tu es marié, comment tu vas t'imaginer? On est venu passer les vacances chez la belle famille, tout ça. Voilà, on veut aller manger un petit quelque chose, tous les deux, passer un petit moment, tous les deux. Ouais, moi, ça me fait plaisir, ça me change. Vous savez, surtout chez les Italiens, ils sont très familles, ils sont nombreux, donc c'est acculant, c'est fatigant, c'est stressant, tu n'as même pas de temps pour profiter de ton mari en fait et de ta relation. Tu es tout entouré dans les cultures, dans les obligations, surtout quand tu viens du sud. Ceux du sud savent de quoi je parle. Et voilà comment on prit la route. 2 heures de route, au milieu de la neige, un froid accablant, et on partit. On avait quitté la maison, je crois, vers 13h, 14h. On a commencé à aller. Il faut savoir déjà le village de mon ex-époux est déjà un village qui fait partie vraiment des derniers. C'est-à-dire ils sont vraiment dans le sud, d'en bas de l'Italie. C'est la Calabrie en fait, cette zone ça s'appelle. Et nous sommes partis. J'étais là, je regardais les villages. En tout cas, on avait roulé 2 heures pour aller manger dans un restaurant. Mais comme à l'époque, moi j'étais quelqu'un, j'aimais découvrir, en tout cas pour découvrir quelque chose, pour voir quelque chose que j'aimais, j'étais capable de faire 12 heures. Voilà comment je me suis retrouvée même jusqu'en Normandie pour aller voir la chapelle de Saint-Michel, tout ça là. J'aimais beaucoup vraiment l'histoire. Donc vraiment, quelle que soit la fatigue que j'avais, quand il s'agissait d'aller voir un monument, un endroit vraiment connu, quelque chose dans l'histoire et dire que ouais, moi aussi j'ai été à Lourdes et dire que j'ai vu la tour Eiffel, j'étais capable d'être patiente. Moi qui n'étais pas patiente de nature, mais quand il s'agissait de découvrir un endroit que je pouvais poster pour dire que oui, moi aussi j'ai touché les pieds de Michael Jackson, même s'il fallait faire 10 heures de temps, allons-nous aller. J'étais vraiment très dévouée. Parce que chaque photo comptait. Il fallait bien montrer que toi aussi tu as vu la maison de Monsieur Eiffel qui se trouve au bout de la tour Eiffel là. Et nous sommes partis. Et on avance. Et on arrive dans un endroit, le dernier village. Tu te rends compte qu'il n'y a plus de maison.
Et lorsque j'arrive à la dernière maison, nous sommes en voiture, j'arrive à la dernière maison, un monsieur était debout devant sa maison, je pense que c'était le propriétaire de la maison. Et la personne, tu vois, quand tu croises un regard de quelqu'un qui t'avertit, mais une personne qui te fixe, mais c'est que tu ne le connais pas, mais au-delà de la personne, tu vois comme un esprit derrière, comme si les yeux qui sont en train de te fixer sont les yeux invisibles en fait. La personne, c'est comme si c'était un membre de ta famille, mais pourtant tu es en Chine, tu ne connais pas les Chinois. Mais dans le regard de la personne, tu vois ton père, tu vois ta mère, tu vois quelqu'un en fait qui t'avertit, mais tu ne comprends pas. Tu te dis juste que ouais, ils sont racistes. Donc moi, dans ma tête, ah, c'est sûr qu'ici, comme nous sommes très loin, ils n'ont jamais vu de noir en fait. Parce que c'était vraiment des zones reculées. Déjà dans le village de mon mari, les noirs n'arrivaient pas souvent. J'étais peut-être l'une des premières noires qui venaient arriver, en tout cas d'après ce qu'il m'avait dit. Alors imaginez, et je pense que c'est un mensonge, parce que quelques mois après, je suis partie, j'ai vu des Nigérianes qui étaient là. Apparemment, les noirs apparaissaient, mais bon, il fallait te faire croire le contraire, parce que l'objectif est de te garder dans le mensonge et dans les ténèbres. C'est ça, ces fils de ténèbres là. Et ce monsieur m'a regardé avec un regard. Et moi, je me suis dit, ah, celui-là, il n'a jamais vu une noire. Donc là, comme ils sont tellement racistes, il est en train de se dire que, ouais, cette noire-là, elle a eu la chance d'épouser une personne de chez nous. Cette noire-là, elle a eu la chance. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Donc, ça doit être sûrement la haine, la colère. Et moi aussi, j'étais là, je l'ai fixé dans les regards pour dire que ouais, je suis une noire, j'ai épousé une personne d'ici et alors. Je suis une noire et j'ai une belle vie et alors. Donc pour moi, ce n'était que je me disais le racisme. Ça, c'est ce que ce dernier m'avait mis dans la tête. Parce que dans l'objectif de t'isoler, de te rendre aveugle, pour ne pas que tu comprennes ce qui se passe, pour ne pas que tu t'allies d'amitié avec les gens, que tu crées des relations qui peuvent te sauver, te dire la vérité plus tard. Il faut qu'on puisse te faire croire que l'endroit où tu es, personne ne t'aime et que la seule personne qui t'aime, c'est lui ou bien c'est elle, pour que tu lui donnes toute ton attention et toute ta confiance et que tu rejettes les autres. Alors à ce moment-là, tu seras mis comme dans une bulle où seul Dieu pourra venir te sauver. Mais aujourd'hui, avec le recul, quand je regarde cette image, quand je revois le regard de cet homme qui n'arrive pas à quitter mon esprit, je vois quelqu'un qui est en train de me dire, oh mes petites filles, où vas-tu? Oh mes jeunes dames, où vas-tu? Ne vois-tu pas qu'au fond, là-bas, il n'y a pas de maison? Mais où vas-tu? Nous, les habitants de ce village, nous savons que là-bas, c'est dangereux. Moi, je vis ici, je suis la dernière maison, mais je ne suis jamais allée là où tu es en train d'aller. Mais moi, j'habite dans le village et je suis en train de te dire que là où tu vas là-bas, c'est dangereux, on tue les gens. Là où tu vas là-bas, c'est dangereux, il n'y a pas de vie là-bas. Mais où est-ce qu'on est en train de t'emmener? C'était ça en fait le message que la personne me passait à l'époque. Mais malheureusement, je n'avais pas compris ça comme ça. On a dépassé la maison. On a roulé encore, je crois, 20 minutes. Là, maintenant, il n'y avait plus de maison. Forêt à gauche, forêt à droite. Vous voyez les petits sentiers là. Mais avec mon mari, comment je vais avoir peur? Comment tu vas imaginer? Et on arrive quelque part à l'intérieur, je crois à 15 minutes. On voit des hommes qui sont dans une voiture. Sortis comme de nulle part, tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais là, on est en train d'aller au restaurant, donc peut-être le restaurant est devant eux aussi, ils reviennent du restaurant. Vous voyez ce genre d'endroit qui aime se trouver souvent au bord de la rivière, au fond là-bas. Donc du coup, parfois les gens aussi reviennent, une voiture passe de temps en temps, mais pas beaucoup. J'ai vu ça comme ça. Mais par contre, là, j'ai commencé à sentir dans mon âme qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Pas par rapport à mon mari, pas par rapport à ma vie, mais vous savez, l'instinct de survie. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ou bien quand tu es en danger, tu ne sais pas comment expliquer, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la présence de ces deux hommes-là m'avait paru anormale. Et j'étais tellement là, je l'ai fixé, mon attention était attirée vers eux, que l'un d'eux a fait semblant comme s'il était en train de s'abaisser pour arranger la voiture. C'est comme si la voiture avait une panne. Mais je sentais que c'était pas normal. Ils étaient debout comme des gens qui attendaient les gens, comme des gens qui étaient en rendez-vous. Je n'ai pas compris, sortis de nulle part dans une forêt. Tu te dis, mais les deux là aussi sont venus faire quoi là? Mais tu te dis, bon, si vous êtes là, c'est qu'eux aussi peuvent être là. Mais quand tu regardes l'endroit, tu sens très bien que c'est le genre d'endroit où quelqu'un ne peut pas être là par hasard. On les a dépassés. Je pense que dès qu'on les a dépassés, on est arrivé à la rivière. 2 minutes plus tard, on est à la rivière. Et quand on arrive au fameux restaurant, aucun restaurant. C'est-à-dire ni restaurant, ni magasin, ni table, ni fumée, même pas même feu de campement.
C'est-à-dire le genre de rivière où les gens vont faire au moins dormir à la belle étoile, feu de campement, un petit camping ici, une petite, je ne sais pas, croisière par là, ou je ne sais pas, sortie de, je sais pas, de vacances par là. Tu sens quand même les brèches de feu, tu sens les brèches, tu sens la vie. Tu sens le passage des êtres humains. Ou encore le genre de rivière où les gens vont se laver. Même si tu arrives, il n'y a personne, mais tu vois les sachets, les bouteilles, les habits, un habit resté là abandonné. Tu sens qu'il y a la vie qui est passée maintenant. Là-bas, c'était vide. Tu vois les genres de rivières, je ne sais pas si tu as suivi ce film-là, La rivière du danger. Le genre de rivières qui sont toutes petites, mais tu sens qu'au fond, il y a des cailloux qui descendent, qui coulent, mais c'est comme s'il y a du courant à l'intérieur, comme si on avait branché le courant. Le genre de rivière que quand tu poses le pied et que tu glisses directement, tu es parti. Donc le temps qu'on veut te tenir là, tu es en train de glisser tellement elle coule à flot et qu'elle est forte, mais elle a l'air très calme, mais tu sens que c'est dangereux. Le genre de rivière où tu sais que là-bas, les gens ne s'aventurent pas là-bas parce que comment dirais, c'est dangereux. Ou peut-être il y a d'autres endroits qu'on regarde. Mais tu vois, quand on va à la plage, on va dans la rivière, il y a des endroits, tu sens qu'ici c'est la plage, les gens se lavent ici. Et puis là-bas, c'est la mer. Là-bas, personne ne se lave, là-bas, c'est dangereux. Et même quand c'est pas dangereux, c'est pas exploité, quoi. Parce que l'être humain va là où il y a les autres. Donc la mer peut être grande, mais il y a un côté de plage où tout le monde vient et l'autre est inexploité. Maintenant, après, il y a des humains qui aiment bien être seuls. Tu sens que là, c'est deux, trois personnes viennent, mais il y a des endroits où tu sens que personne ne met même pied. Cette rivière ressemblait à l'endroit où personne ne met pied. Ou vraiment, pour qu'on t'emmène là-bas, vraiment, soit vous voulez passer une journée de romance, il n'y a que vous qui connaissez votre petit coin paradis, puisqu'on dit que l'amour rend aveugle. Donc ils vont là-bas, ils se cachent là-bas, et puis ils s'assoient, et puis ils ressortent, ils partent. Mais il faut vraiment que tu sois avec quelqu'un de confiance, oui. Mais nous, on n'était pas allés pour faire une romance, pour faire passer un moment tous les deux s'isoler. Non, on est allés dîner en fait. Ou le restaurant. Je ne me rappelle même pas de quelle connerie il m'avait dit. Il n'y a plus de restaurant, chérie, je ne sais pas. Bon, s'il était venu là-bas il y a longtemps, le restaurant avait disparu, le restaurant avait fermé. Mais même si le restaurant avait brûlé, il y aurait à voir les cendres. On va sentir qu'ici, il y a eu construction de quelque chose, mais rien. Donc j'étais un peu démotivée de toute la route qu'on avait fait, mais j'ai dit c'est pas grave, j'ai pris mon téléphone comme d'habitude parce que j'aimais bien. En fait, c'était même pas une histoire de montrer. Non, j'étais pas ce genre de personne, mais j'étais quelqu'un qui aime voyager. J'ai toujours aimé voyager et jusqu'aujourd'hui, même malgré après mon mariage, j'ai toujours voyagé. Ceux qui me connaissent savent que j'adore voyager. J'aime prendre la photo, j'aime la nature, j'aime bien. Donc parfois, surtout la nourriture, je filme pour partager, comment dirais-je, cette passion. C'est comme une passion en fait que j'aime partager avec ceux qui me suivent. Et si tu ne me connais pas comme les gens me jugent, tu vas te dire qu'elle montre en fait sa vie, alors que non. J'aimais bien, en fait, je voulais être comme une espèce d'influenceuse, tu vois, les gens qui font les émissions là de voyage, ils montrent le paysage, d'autres font de nourriture. Rien à voir avec l'orgueil, ça ce n'est que chez les Noirs que ça existe, mais c'est une passion. La personne aime voyager, la personne, voilà, moi c'était un peu ça. Et puis je sors sur Facebook et je commence à faire la vidéo en direct en plus. Et pendant que je suis en train de faire la vidéo, je vois mon ex-mari derrière moi. Mais au moment là, ça ne m'a pas paru étrange en fait. Donc du coup, on était arrivé, chacun regardait l'arrivée, on a compris qu'il n'y a pas de restaurant, on va partir. Bon d'accord, on fait quand même dernière photo, on regarde quand même la fameuse rivière. Donc il était en train de m'expliquer l'histoire de la rivière. La rivière était ceci, la rivière était cela. Donc j'étais fascinée par l'histoire, alors que tout ça c'était des inventions en fait. J'ai dit d'accord, on prend des vidéos, on prend des photos souvenirs et puis on fait demi-tour, c'est pas grave. J'étais un peu déçue, mais j'ai profité de l'endroit parce que j'aime bien profiter de chaque endroit. Pendant que lui, il était d'un côté, pendant qu'on parlait, donc chacun était en train d'explorer de son côté. Et moi, sans me rendre compte, je ne sais pas comment je me retrouve en face maintenant de la rivière, c'est-à-dire à donner d'eau à la rue. Je donne d'eau à la ruelle, de ce sens-là, je suis maintenant face à la rivière. Et je fais le direct. Et pendant que je suis en train de faire le direct, je me rends compte que mon ex-mari qui était de l'autre côté est maintenant derrière moi. Mais à l'époque, je ne comprenais pas ce qui se passait. Tout à coup, je vois ma chérie derrière. Et là, ce n'était même pas la première fois. Nous sommes en train de parler de comment j'ai failli être vendue. Donc, je te montre les signes, comment tu vas reconnaître qu'on veut te vendre ou on veut te tuer, te faire du mal. Chaque fois qu'on allait dans des lieux publics, chaque fois qu'on allait dans des endroits,
Juste au moment où je sortais mon téléphone, ah, ce téléphone m'a tellement sauvé. Et ça s'est passé plusieurs fois. Et pendant que je mets la vidéo, je me rends compte qu'il est derrière et moi, je fais mon Facebook. Hein. Et après, on part. Donc, je sors de la rivière avec le Facebook jusqu'à venir arriver là où il y a les deux hommes. Et les deux hommes sont toujours là. Donc, ils sont en train de faire semblant comme si la voiture est en panne. Mais là, si vous tombez en panne, là, ce sera difficile pour avoir quelqu'un. Mais dans mon instinct, je sentais vraiment pour les deux hommes là, je sentais même pas que ma vie était en danger, mais pour les deux hommes là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et tu vois, ces genres de personnes, tu sens que ça, c'est des mauvaises personnes. Et j'étais dans mon direct. Et nous, on est resté un peu devant la voiture. Donc, ces gens-là, on était un peu en diagonale avec eux. Leur voiture n'était pas loin de la nôtre. Et moi, j'étais en direct. Donc, si je n'avais pas fait sortir ce téléphone pour faire ce direct, Dieu seul sait ce qui devait se passer. C'est là qu'on devait me capturer et ils allaient m'emporter et lui, il allait me regarder. Est-ce qu'ils allaient Dieu seul sait. Mais en tout cas, j'ai commencé à faire le direct et puis on était debout. Donc, moi, je faisais le direct. Je ne sais pas qu'est-ce que mon mari faisait. Pourtant, on avait regardé que la rivière, il n'y avait pas le restaurant. On rentrait directement de la voiture, on partait. Mais je me souviens qu'on avait fait au moins 3 minutes parce que moi, j'étais là, je faisais le direct au bord de la voiture. Lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Mais je suppose qu'il est en train de donner des signes à ces personnes-là. Quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, je comprends dans quoi Dieu m'a sorti. Une autre fois, je vais te donner quelques exemples pour que tu puisses savoir comment tu vas savoir que tu es en train d'être vendu ou tout simplement qu'on veut te tuer, que ta vie est en danger. Une autre fois, on est parti toujours dans le voyage parce qu'on voyageait beaucoup. On fait la route, on s'arrête. Tu vois que ceux qui sont en Europe, tu sais, les autoroutes, là, tu t'arrêtes dans un endroit, tu veux pisser, mais dans l'endroit où il n'y a personne, perdu de nulle part. Les voitures sont en train de passer à outrance. Waouh, waouh, tu sais comment ça se passe en Europe. Mais parfois, il n'y a même pas de voiture. Donc, on peut te balancer quelque part aussi, ni vu, ni connu. Donc, je ne me souviens plus, on s'était arrêté. Pourquoi? Prendre, reposer les pieds, prendre de l'air pour. Mais moi, chaque arrêt qu'on pouvait faire quelque part, puis, madame, elle devait être en direct. Et là encore, je prends mon téléphone, je soulève mon mari qui était, mon ex-mari qui était, je ne sais pas de quel côté. Juste au moment où je sors toujours le téléphone, la personne est toujours derrière moi. Pour ceux qui me suivaient à l'époque sur Facebook ou sur Instagram, c'est parce que beaucoup de vidéos de mon passé, j'ai supprimé. Mais sinon, c'était clair. Et je ne comprenais pas. La troisième fois, nous étions en train de faire une croisière. On quittait un point A pour un point B en Italie. Et cette fois-ci, on était avec les enfants cette fois-ci. Mais là, je savais déjà à qui j'avais affaire. Là, le Seigneur était déjà venu me chercher. Là, je commençais à savoir que j'étais déjà devant mon ennemi, mon adversaire. Dieu m'avait déjà presque tout dit. Donc, je faisais attention. Là, je savais que j'étais avec mon tueur. Je savais que j'étais en danger. Mais je n'avais pas le choix. Je suis rentrée dans le bateau, on était dans le bateau avec les enfants, mais tout le temps que j'étais là en train de visiter, en train de regarder, j'étais en train de faire attention à moi-même, j'étais sur mes gardes, je ne me sentais pas en sécurité. Comme d'habitude, j'aimais visiter, donc j'ai voulu aller en haut pour pouvoir visiter. Le bateau de croisière, cette année-là, ce n'était pas les vacances, donc il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc nous sommes allés sur la toiture du bateau, tu vois, comme un peu à la Jack là, et à la Rose dans Titanic. Et je me mets sur la barrière, là, je voulais vivre mon rêve de rose, en fait. Donc, je me suis mis sur la bordure pour regarder. Lui, il était de l'autre côté, le bateau est grand, il était de son côté. Mais moi, j'étais avertie, donc je faisais attention. Je savais à qui j'avais affaire, donc je faisais toujours attention. Donc, je n'étais pas en confiance. Mais tu sais, quelle que soit la garde que tu peux avoir, à un moment donné, un temps de faiblesse, tu oublies. Et à un moment donné, dans un temps de faiblesse, j'ai oublié. Donc, quelqu'un qui était de l'autre côté, tout à coup, subitement, se retrouve à côté de moi. Je n'avais plus à faire attention. Et là, je sors mon téléphone et je commence à faire les vidéos. Et juste au moment où je sors le téléphone pour me filmer, et c'est là dans le téléphone que je me rends compte qu'il était déjà à côté de moi en fait. Et là, il était derrière moi, il quitte derrière moi, il se met maintenant à ma droite et il commence à regarder. Et c'est là que je me rappelle que je devais faire attention en fait, que j'étais devant mon adversaire. Et voilà comment là encore une fois de plus, j'ai été sauvée. Parce que après plusieurs tentatives d'essayer de me vendre physiquement auprès des hommes qui avaient toujours raté à cause de ce téléphone, cette fois-ci, la procédure était de pouvoir me faire disparaître d'une manière ou d'une autre. Donc ce jour-là dans le bateau, c'était me pousser au travers de l'eau. Ça devait paraître comme un accident. Une Congolaise a été tuée, est tombée dans l'eau, or qu'au fond, elle a été poussée. Voilà comment on vend les âmes.
Voilà comment parfois on peut sacrifier une âme. Comment on peut te vendre, tu ne te rends pas compte. Et avec le recul, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, ce jour-là, à la rivière, si je n'avais pas le téléphone, on me poussait dans l'eau. Et que ces hommes-là, si on ne me poussait pas dans l'eau, donc c'est que ces hommes-là étaient là pour venir m'acheter, me prendre, ils allaient m'embarquer dans la voiture et sans me rendre compte. Et le direct m'avait sauvé parce que quand tu es en direct, automatiquement, si t'arrive quelque chose, on sait où te trouver, avec qui tu étais, qui est le responsable. Voilà comment le téléphone m'a sauvé, comment Facebook m'a sauvé pendant toutes ces années que j'ai passées en Europe, en Occident. Et je vous en parle, les détails, il y en a des fois comme ça, il y en a tellement. Mais sauf que je ne savais pas. À part la fois du bateau. L'autre fois, je venais d'arriver nouvellement comme une jeune africaine qui arrive en Europe. Donc, nous, on a une grande placette qu'on est allé à Milan, qu'on appelle le Duomo, qui est l'église catholique la plus grande, là, le monument. On est en train de visiter et là-bas, c'est une place qui est tout le temps remplie de monde. Donc, si tu laisses une personne là, dans la foule, qu'elle ne connaît pas la ville, elle va se perdre. Surtout si tu ne l'as pas donné un téléphone, tu ne l'as rien donné. Même si elle est grande, elle va se perdre. Ceux qui sont en Europe, ils savent. Et je venais d'arriver. J'avais déjà mon fils. Et comme d'habitude, monsieur nous abandonne, je vais acheter quelque chose. Mais là aussi, j'avais senti, mais je ne savais pas c'était quoi. Je sentais que, c'est-à-dire mon ex-mari, il n'est pas allé acheter quelque chose. C'est comme si quelqu'un qui te dépose quelque part, non? Tu vois, comment je te donne l'exemple? C'est comme si tu déposes du maïs pour que les oiseaux ou les corbeaux viennent manger ça là. Ou les poulets, tu pièges ça là, tu déposes ça là pour les attirer parce que tu sais qu'il y a des poulets, quand ils vont voir, ils vont venir, ils vont manger. Donc le poulet, c'est le maïs, c'est seulement qu'il ne sait pas qu'il a été déposé là pour être mangé. C'était un peu ça. Donc pendant qu'on était là, je sentais que la personne était à distance. Il était loin, il nous regardait comme si il attendait que... Bon, après, à l'époque, je n'avais pas l'idée que non, il attendait que des gens sortent pour venir me chercher. Non, ça, je n'avais pas l'idée. Ça, vraiment, si je dis que j'avais ni pensé ça, ni imaginé ça, c'était faux. Mais je sentais dans mon esprit que mon ex-mari n'était pas allé acheter quelque chose, je sentais qu'il était quelque part et il nous regardait en fait. Et ça pouvait durer 20 minutes, 30 minutes. Donc tu es dans un lieu public, un endroit que tu ne sais pas, tu ne connais pas, avec un enfant dans le froid. Tu es là debout, tu ne sais pas où regarder, ni à gauche ou à droite, où ton mari est rentré. Il y a tellement de gens, la place est tellement grande, tu ne sais même pas où il est rentré. Dès que tu retournes les yeux, il n'y a que du public, du monde. Pour ceux qui connaissent les places publiques, ceux qui connaissent Milan en particulier. Parce qu'il y a des places où tu vois quand même l'endroit, tu vois non. Milan, c'est-à-dire le Duomo, le centre, c'est vraiment entouré que les gens. Donc une personne peut rentrer comme ça et puis tout de suite il disparaît dans la foule. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Et c'était comme ça à chaque fois. À chaque fois, j'étais laissée dans des endroits nocturnes. Parfois, on peut faire un voyage, on va dans un lieu. La nuit, il s'arrête pour acheter quelque chose, c'est normal. Vous êtes en train de faire un long voyage, il peut manquer de cigarettes, il peut manquer d'eau, il peut manquer de ceci, il peut manquer de cela. Normal. Mais tu restes dans la voiture tout seul, dans le froid, tu ne sais pas, dans l'obscurité, tu ne sais pas, mais tu as confiance, ton mari revient. C'est pour ça que toi qui es là, qui regarde cette vidéo, toi qui es là, qui m'écoute, il faut faire très attention. C'est pour les femmes cette vidéo, le monde est mauvais. Comment cette jeune fille que j'étais, pouvait imaginer que la personne qui l'a épousée, la personne qui a vécu avec elle, la personne avec qui elle dort, qu'elle a fait des enfants, pouvait vouloir sa mort à ce point. Donc à l'époque, je ne comprenais rien du tout. Mais aujourd'hui, avec le recul, aujourd'hui avec les années, aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé, aujourd'hui avec la spiritualité, aujourd'hui avec la connaissance, j'ai compris beaucoup de choses. C'est des choses que je sais depuis longtemps. J'en ai fait des livres aujourd'hui. J'ai chanté ça dans mes chants, quand je chante, parce que je suis artiste aussi. Mais aujourd'hui, Dieu m'a poussé, me dit, mais pourquoi tu caches ce témoignage dans un livre? Fais-en une vidéo afin que ça bénisse la vie d'une sœur, de quelqu'un qui passe par ces moments. Oui, enfant, les gens. Quelqu'un peut aller te déposer quelque part exprès.
J'arrive, je vais pisser et depuis que tu es là, tu ne comprends pas. Et poum, un accident arrive, on te cogne. Tu penses que c'est un accident, ce n'est pas un accident. Il a quitté là exprès pour qu'on te cogne parce que cette personne qui t'a cogné, c'est lui qui l'a envoyé et c'est arrivé au moment qu'il n'était pas là, donc il n'a rien à voir. Je veux clôturer par là, il y a une image que Dieu me montre, il faut que j'en parle, je ne vais pas en parler, mais je veux en parler. Cette fois-là, c'était chez nous à la maison. Donc ton mari va travailler, il va en mission dans un autre pays. Hein. Donc tu restes avec les enfants à la maison chez toi, dans ton appartement, tu bloques ta maison, tout, tu dors, tu connais personne. Et pour moi, 1h du matin, guingong, guingong. Mais moi, je suis dans l'appartement, je connais personne qui va venir me rendre visite. Bon, après, c'est des appartements publics, peut-être une personne peut faire erreur sur la porte, tout ça. Mais à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, déjà, je connaissais l'adversaire, je commençais à sentir un peu. Parce que là, on était déjà à une autre dimension de la relation avec le Seigneur. Donc, je savais dans quoi j'étais. Et là, on était déjà séparés même de maison. Donc, j'avais pris un appartement où j'étais allée vivre. Mais on n'avait pas encore divorcé, mais on était séparés. Donc, on était toujours encore ensemble. Donc, on essayait de voir si on allait renouer. Et quelque chose me dit, ne ouvre pas la porte, mais regarde dans le Judas. Je regarde dans le Judas. Je vois une personne qui sonne. Mon esprit me dit, n'ouvre pas. Tu sais, quand tu es en danger, tu le sais. Mon esprit me dit, n'ouvre pas. Tu le sens. Tu ne sais pas comment expliquer, mais tu le sens. La personne a frappé, frappé, frappé. Et après, c'était dans les immeubles où il n'y a pas de caméra. Les appartements, il n'y a pas de caméra parce que ces gens-là ne sont pas bêtes. Ils vont s'assurer de vous emmener dans des villes là où il n'y a pas beaucoup d'habitations. Ils vont s'assurer de t'emmener dans un immeuble là où il n'y a pas de caméra. Les immeubles là où il n'y a pas de concierge, c'est-à-dire de vigile. Les immeubles là où il n'y a que, par exemple, pas des étrangers comme toi, que les gens de son pays. Les immeubles, donc ils font attention à tout. Et en Europe, quand un immeuble n'a pas de caméra, on s'en fout, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Surtout les immeubles là où il y a plusieurs nationalités, chacun... Et je venais à peine d'arriver dans cet immeuble-là. Parce que j'avais pris des distances avec ce dernier. Je ne savais pas, je me suis dit, bon, on a décidé de se séparer un peu chacun de son côté. C'est encore lui qui a même pris l'appartement avec les enfants pour que le temps qu'on puisse se régler, il vient me voir de temps en temps. Donc, on n'est pas séparés, mais on arrange. Mais quand tu es face à une mauvaise personne qui te veut du mal, plus tu t'éloignes, plus tu l'énerves, plus tu l'éloignes, plus il manipule encore son jeu, plus tu t'éloignes, plus tu deviens encore la cible à abattre. Ils ont sonné, 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 je n'ai pas ouvert. Ils ont sonné, sonné, je n'ai pas ouvert. Et dans le Judas, il n'y avait qu'une personne qui se faisait voir. Mais tout à coup, subitement, pendant qu'ils sont en train de partir, parce que je les ai observés, ils ont abandonné, ils sont partis. Pendant qu'ils sont en train de partir, celui qui était devant le Judas descend et je me rends compte qu'à gauche, il y avait une personne encore qui fait ça, qui vient. Donc là, si j'avais ouvert, je pensais, tu vois, dans les films, tu ouvres, tu penses qu'il n'y a qu'une personne, en fait que non. L'autre est caché à côté, ceux avec qui sont venus te faire du mal, te tuer, caché à côté. Pendant que tu ouvres, l'autre t'attache, l'autre te fait ses pieds, c'est fini. Et puis on vient, on ouvre, on voit un corps dans la maison. Et dehors, il risque, il faut faire très attention. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais te donner peut-être la suite de mon témoignage dans une autre vidéo. Donc là, je voulais te parler de comment on vend les personnes. Comment on peut te vendre physiquement en te déposant dans des carrefours. Et puis quelqu'un va venir te prendre comme ça. Tout à coup, subitement, on m'a kidnappé, on m'a mis dans la voiture, on m'a mis ceci, or qu'au fond, c'est bel et bien orchestré. Ça sera seulement que non, j'étais revenue, elle n'était plus là, or qu'au fond, il était au courant. Ça peut être aussi spirituellement, en allant te faire visiter un monument, un hôtel, un endroit, or qu'au fond, on est en train d'aller te présenter pour dire que voilà, la brebis. Mais ça, je te parlerai de ça dans une autre vidéo, comment mon âme a été laissée dans le Vatican. Je vais te parler de ça dans la prochaine vidéo. Comment j'ai été laissée dans le Vatican comme sacrifice, toujours par mon ex-mari. Que le Seigneur te bénisse, élus. Ils sont à la recherche de élus, des élus. Ils sont prêts à tout pour descendre et tuer les élus. Ils ne viennent pas dans ta vie pour rien. Tu es peut-être vendu par cet homme, vendu par ta famille, qui était au courant que cette personne est comme ça. Et là, c'est même pire, parce que quand tu vas aller les voir, les expliquer, ils vont te faire passer même eux-mêmes pour une folle, pour un fou,
Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Quand c'est dans le cadre que la famille a été ignorant, ils vont te défendre. Parce qu'ils vont dire, quel que soit l'argent qu'il nous a donné, quel que soit ce que tu as fait pour nous, c'est pas pour autant qu'on va te vendre notre enfant. C'est pas pour autant qu'on va la livrer, qu'elle va mourir. Non, ça reste notre fille. Mais quand ils étaient dans la confidence, là c'est même pire. Parce qu'ils vont se mettre en mode, et on nous a attrapés. En mode, et elle a découvert. En mode, et elle est sauvée. En mode, et moi je savais. Et je savais que ça devait se passer comme ça. Et elle a appris. Donc là, faisons-la croire seulement qu'elle pense mal, elle réfléchit mal, que ça se passe dans sa tête, que c'est les traumatismes, que c'est pas ça en fait. Parce que je ne veux pas qu'elle sache que je savais et puis je n'ai pas vu. Je ne veux pas qu'elle me donne la culpabilité de comment je ne l'ai pas averti. Je ne veux pas qu'elle sache que moi, c'est la cousine, je savais, que moi, l'oncle, je savais. Chacun va essayer de. Et même pour ceux qui n'étaient pas à l'intérieur, il ne va pas vouloir te dire aussi qu'il savait. Tout le monde fait et joue à l'hypocrite. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que cette vidéo va faire du bien à quelqu'un qui est en train de vivre ces moments, qui est en train de passer par là. Quand tu sens que tu es au mauvais endroit, fais confiance à ton instinct. Ton instinct ne peut pas te mentir. Ton instinct ne peut pas te mentir. Aujourd'hui, je dis merci au téléphone parce que sans le téléphone, sans cet instinct de faire le direct à chaque fois, je me posais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Or qu'au fond, ce téléphone-là me sauvait. Parce que juste au moment où il devait faire l'action de, moi je sortais le téléphone, mon esprit sortait le téléphone, Dieu m'envoyait sortir le téléphone. Voilà comment Dieu m'a sauvé des mains, des griffes de ce fils du diable des ténèbres. Désormais, je vais venir te parler de comment j'ai failli être vendu au Vatican. Que le Seigneur te bénisse.